Une deuxième rencontre là, hein, cette semaine, les gens de General Electric Belfort viennent me voir, pas moi, il y avait Boris Vallaud du Parti Socialiste aussi, et puis Régis Juanico de Génération. Je tiens à dire quand ça se passe comme ça dans des choses transpartisanes. Ils viennent nous voir et je leur dis d'abord, vous devez placer l'écologie au cœur de votre propos. D'autant que ils me disent, ce qu'ils produisent, c'est une turbine à gaz. Et dans la transition écologique, il y a besoin de turbines à gaz, puisque si on met en place des énergies renouvelables, c'est variable ce qu'elles produisent, et pour lisser, la turbine à gaz serait un bon instrument. Conditionnel, évidemment, parce que je connais rien du tout à ça, et je compte pas vraiment m'y mettre sur le plan scientifique. Mais voilà, ils me disent ça. Je leur dis, mais est-ce que vous avez contacté la Fondation Nicolas Hulot, la FNE, Greenpeace, les Jeunes pour le climat? Ah non, pas du tout, si vous avez des contacts, on veut bien les prendre. À la rentrée, on va faire ça, on va faire se rencontrer officieusement les verts et les rouges. Tu vois, que quand il y a un dossier, il y ait automatiquement ce lien qui se noue. À voir si d'un côté ou de l'autre ça prend ou ça prend pas. Si on se dit non, c'est du flan, c'est un vernis écologique que nous proposez, on peut pas marcher à ça. Bon, mais que ça aille de soi qu'on marche ensemble sur un certain nombre de dossiers. Donc voilà mon rôle. Là-dessus, j'ai un truc à faire. Il y a une question sur l'écologie. Est-ce qu'on peut avoir une écologie sans conflit? Cette semaine, il y avait Greta Thunberg à l'Assemblée, mais je dirais, pour moi, il y avait surtout les Jeunes pour le climat, parce que je considère que dans ce pays, il y a 1000 Greta Thunberg. Quand je suis allé voir Kim et Esther à Montpellier, qui organisent les marches pour le climat là-bas, j'ai trouvé un niveau de conscience écologique, une élévation qui est formidable. Donc voilà. Juste quand on en vient à la question du CETA, de demander, mais est-ce que il y a du conflit dans la société? Est-ce que vous pensez qu'il y a des adversaires de ça? Ça patauge dans la semoule et on n'ose rien dire. Faut voir le contexte aussi, c'est-à-dire que ces jeunes sont invités officiellement par l'Assemblée nationale qui leur a dit de pas trop mettre les pieds dans le plat du CETA. On leur sert un jus de fruits, un verre d'eau, on leur tape dans le dos, on leur dit qu'ils sont formidables et tout ça. On les met dans un bain consensuel. D'accord? Je sais ce que c'est. Parce que moi, par exemple, quand je me suis retrouvé... Même si Greta et CETA, ça rime, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de les avoir le même jour à l'Assemblée nationale ? Oui, absolument. Ce sont des objectifs qui sont apparemment tout à fait contradictoires. Sauf que nous sommes dans un théâtre d'ombre. Parce que Greta, comment on fait quand on a 15 ans pour être invité à Davos, pour aller à l'ONU, pour parler devant l'Assemblée nationale? Greta Thunberg, elle a une notice Wikipédia qui est plus longue que la mienne. Elle fait comment ? En fait, derrière Greta Thunberg, vous avez des intérêts très particuliers, que tout ça, il suffit d'aller se renseigner sur Internet. Un certain Ingmar Rentzhog, qui est un Suédois, qui, avec les enfants de Monsieur Persson, qui est un multimilliardaire suédois, qui d'ailleurs a fait fortune dans la société de vente de voitures, ont décidé de faire du greenwashing, c'est-à-dire de faire du profit sur les industries écologiques. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. En fait, c'est assez dégueulasse, excusez-moi l'expression, d'utiliser une petite fille qui a d'ailleurs été handicapée, de l'utiliser un petit peu pour une espèce comme ça de tête de gondole, pour essayer de se donner un genre en matière d'écologie, alors qu'il s'agit derrière de gros sous. Derrière, il y a aussi un think tank qui s'appelle Utmaning, qui est un think tank suédois, qui est un think tank ultra européiste. Alors c'est là où le bas blesse, c'est que pourquoi est-ce que le gouvernement est obligé de faire cette ratification ? Parce que la signature du CETA a déjà été faite entre l'Union européenne... Et 95% est déjà appliqué. Voilà, parce que vous savez que depuis le traité de Rome, c'est la Commission européenne, c'était le marché commun à l'époque, maintenant c'est l'Union européenne qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales. Donc il y a une signature entre l'Union européenne et le gouvernement du Canada. Comme vous l'avez dit, la chose absolument ahurissante, c'est que ce CETA, AECG en français, a été en fait mis en œuvre avant même que d'avoir été ratifié par les États membres. Donc c'est une forfaiture du point de vue juridique. Et comme vous l'avez dit, il y a plus de 90% qui est mis en œuvre. Et donc en fait, il s'agit de faire une voiture balai. Donc en fait, on a assisté hier à quelque chose d'assez extraordinaire. En effet, c'est une schizophrénie de la classe politique française, enfin du moins en tout cas du gouvernement et puis des européistes de façon générale, parce que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, et eux ils essayent de faire le en même temps cher à Monsieur Macron. En réalité, ce qu'il faut que les Français comprennent bien, c'est que entre l'Union européenne et la défense de l'écologie, il faut choisir. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. De la même façon qu'il faut choisir entre sauver l'Union européenne et sauver la France, mais les deux ne sont pas compatibles. Alors François Asselineau, on a appris cette semaine
le gouvernement l'avait nié, mais après il y a eu une réunion à l'Assemblée nationale où il a fallu, vous me passerez l'expression, cracher le morceau, que les farines animales qui sont toujours autorisées au Canada, elles sont à base de poils, de sang et de gras de bovin. Alors on nous dit que c'est chauffé à très haute température et qu'on n'aura pas la maladie de la vache folle avec, alors que les farines animales, c'est pas tout à fait les mêmes, sont interdites en Europe depuis 1996. Mais l'Europe ne pourra pas refuser les bovins canadiens nourris au sang, au poil et au gras chauffés. Bon appétit, on fait des bovins des carnivores. Est-ce que c'est pas une concurrence déloyale à nos agriculteurs par un dumping écologique? Parce que c'est du dumping écologique. Bien sûr, mais c'est scandaleux, tout est scandaleux dans cette affaire. Dans les farines animales, vous avez oublié d'y ajouter, il y a les sabots et les os qui en font partie, ce sont des carcasses. Une partie, oui. Deuxièmement, effectivement, il faut monter ça à 185 degrés de température pendant 25 minutes. Et l'affaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine... Et je vous coupe, excusez-moi, pour monter à 185 degrés, il faut pomper de l'énergie. Voilà. Donc c'est pas très écologique. Et surtout, il faut que ça cuise pendant 25 minutes. Oui. Or, ce qui s'était passé avec l'épidémie de la crise dite de la vache folle, l'encéphalopathie spongiforme bovine, c'est que les fabricants... La variante animale de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les fabricants s'étaient dit, finalement, plutôt que chauffer ça pendant 25 minutes, au bout de 5 minutes à 185 degrés, ça sera bon. Ben non, c'était pas bon parce qu'il y avait un truc qui s'appelle le prion qui, lui, résiste à très haute température pendant 25 minutes. Donc, effectivement, le scandale, c'est que on force les agriculteurs européens, en tout cas français, à subir, et le consommateur français, à subir des importations avec des produits qui sont totalement prohibés au sein de l'Union européenne. Alors, j'ai vu une réponse. Nous, on a fait à l'UPR, à l'Union populaire républicaine, on a participé à la pétition comment dirais-je, qui a été en ligne, qui avait déjà plus de 380 000, je crois, ou 400 000 signatures. On a beaucoup de nos adhérents qui ont appelé ou qui ont écrit à des députés. Et moi, j'ai vu des députés En Marche qui ont dit oui, mais en fait, c'est prévu qu'en 2022, gna. C'est toujours la même histoire. Ce traité finalement ne change rien. Vous savez, on nous a fait le même coup pour le traité franco-allemand de Aix-la-Chapelle. On nous a fait le même coup pour le pacte de Marrakech. À chaque fois, paraît-il que la France signe ou ratifie plus exactement des traités qui en fait ne changent rien. Donc la version officielle, c'est que ça ne change rien. Et deuxièmement, les petites choses que ça change, comme par exemple ce que vous dites, eh bien ça sera réglé en 2022. C'est se moquer du monde parce qu'évidemment en 2022, plus personne n'y pensera. Tout ça est paraphé dans une synthèse pathologique du fétichisme de la marchandise qui s'appelle le capitalisme vert, avec le dogme totalitaire du réchauffisme CO2. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens aient une analyse critique radicale de ce qu'est la pourriture du capital qui détruit l'humus, qui détruit l'air, qui détruit tout notre avenir à travers ce que Marx appelle dans le Capital la chimie pourrie du capital. C'est-à-dire que la chimie pourrie du capital, les laboratoires pharmaceutiques du capital détruisent la terre, détruisent nos organes à travers les pesticides, bref, tout est pourriture. Mais pour que cette pourriture-là soit minorée, pour qu'elle soit quelque part évacuée, on crée un mythe, mais un mythe sans débat. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, c'est comme la guerre du Golfe. Il n'y a pas de débat. Et là, on retombe sur Orwell, le ministère de la vérité. Il y a une vérité officielle qui est indiscutable. Mais elle n'est pas indiscutable parce qu'on a creusé par de multiples discussions, Marx, texte sur la censure, devise douter de tout. Il y a deux indiscutables. Il y a l'indiscutable qu'on a discuté et qui, au bout de toutes les rencontres plurielles de véritable transparence analytique, nous permet de dire, oui, on a tout confronté, donc c'est indiscutable. Ça, c'est l'indiscutable critique qui est propre à la critique communiste et à la radicalité subversive. Mais on a un deuxième indiscutable, c'est le tabou et le totem. C'est l'indiscutable qui ne doit pas être discuté. Et Marx nous dit, si un indiscutable ne doit pas être discuté, c'est qu'il est mensonge absolu. C'est la Seconde Guerre mondiale, c'est la guerre du Golfe, et c'est toute la mythologie pathologique du fameux CO2 et du réchauffement climatique. Et là, il faut que vos auditeurs aillent lire. Sur le temps présent, à partir de toute une série de rencontres, de textes, de productions, on a quelqu'un qui s'appelle Marcel Leroux, qui est mort. Marcel Leroux. Vous allez sur le site Wikipédia, vous lisez Marcel Leroux, c'était un des plus grands climatologues français. Et si vous allez même sur la fiche Wikipédia, à moins que Wikipédia ait nettoyé policièrement comme ils le font régulièrement, vous avez articles de Marcel Leroux. Vous lisez les articles de Marcel Leroux. Marcel Leroux remet totalement en cause les analyses du GIEC et il montre qu'effectivement,
les phases de réchauffement et de refroidissement sont liées à des dialectiques orbitales. Les planètes ne sont pas des lieux posés de manière statique, mais la Lune bouge, le Soleil bouge, Mars bouge, la Terre bouge, et de toute éternité, il y a effectivement des axes orbitaux qui ont bougé et qui ont fait qu'il y a des phases de réchauffement et qu'il y a des phases de refroidissement. Marcel Leroux s'oppose au GIEC, il produit des textes et il ne délire pas. Il montre que tous les algorithmes et que toutes les productions statistiques du GIEC sont ou par erreur ou par volonté idéologique falsifiées et falsifiantes. Pas de débat. Marcel Leroux est mort en 2005, mais pendant des années et des années avant de mourir, il a voulu un vrai débat. Ce débat lui a été interdit. Vous avez aujourd'hui un océanographe japonais qui s'appelle Nakamura, qui a fait tout un travail sur le sujet. Vous avez un climatologue qui s'appelle Roy Spencer, qui a fait tout un travail sur le sujet. Il n'y a pas de débat public. Et Marx nous dit, quand il n'y a pas de débat public, c'est le triomphe du faux omniprésent. Et alors, puisqu'on est en phase d'été, je vais conseiller à nos auditeurs de lire un peu et de ne pas s'endormir simplement dans la passivité narcissique de la vidéo. Lisez, il y a un auteur français qui est universellement connu, qui s'appelle Leroy Ladurie. Il a écrit un bouquin bien avant les délires du réchauffement climatique dû au CO2, qui s'appelle « Histoire du climat depuis l'an 1000 ». Depuis l'an 1000. Et Leroy Ladurie, à travers tout un travail d'archives historiques, nous montre que depuis l'an 1000, nous avons constamment des phases chaudes et des phases froides qui sont dues au Moyen-Âge. Le CO2 existe, mais il n'a pas l'amplitude d'aujourd'hui, et que toutes ces phases sont liées à des problématiques orbitales, comme le dit Marcel Leroux, indépendamment des problèmes de pratiques sociales concrètes sur le réchauffement ou pas. Leroy Ladurie nous explique que la grande névrose climatologique des bulletins d'information de TF1 et d'Antenne 2. On a régulièrement, après la météo, un couillon qui va photographier un glacier. Le glacier a fondu. Donc, vous lisez Leroy Ladurie, depuis l'an 1000, les glaciers, ils s'étendent, ils régressent. Ils s'étendent, ils régressent. Ils s'étendent, ils régressent. Et le Groenland, Grön, la terre verte, avant d'être une terre glaciaire, était un herbage méditerranéen. Donc, indépendamment des problèmes que vous pouvez rencontrer, et je vous engage d'aller travailler ces problématiques-là historiographiquement à travers les archives, il y a le PIF. Quand j'ai été dans les premiers groupes radicaux des années 70-80 que j'ai découvert, parce que je voulais effectivement remettre en cause l'ordre de l'aliénation du monde, un des vieux militants qui m'a accueilli m'a dit, de toute façon, dis-toi bien une chose, à partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux. À partir du moment où un débat est interdit, par essence, il dissimule le faux, sur tous les sujets. Et à l'époque, je n'avais pas lu le texte de Marx sur la critique de la censure, qui est un de ses premiers textes de 1842. Donc, si on vous interdit la Seconde Guerre mondiale, si on vous interdit la guerre du Golfe, si on vous interdit la problématique du CO2 et du réchauffement climatique, Marx répond, il y a deux indiscutables. Si je ne suis pas capable de vous prouver l'indiscutable par le doute, la rencontre, je vais vous prouver l'indiscutable par la sanction du ministère de la Vérité. À partir du moment où le pouvoir édicte des lois d'interdiction par le ministère de la Vérité, des vérités officielles du mensonge du capital, il avoue lui-même, par cette simple édiction, qu'il vient protéger le faux parce qu'il est incapable de défendre d'un point de vue argumenté le faux. La critique radicale n'a jamais peur de la rencontre. Moi, j'ai été interviewé à plusieurs reprises sur Radio Courtoisie, qui à l'époque était dirigée par Henri de Lesquen. J'ai salué M. de Lesquen parce que je venais à la radio. Je suis aux antipodes de M. Henri de Lesquen. Je suis un communiste radical qui défend la Commune de Paris. M. Henri de Lesquen avait fait une fixation sur les communards. Il considérait que la répression n'avait pas été aussi intense que moi je le pense, puisqu'il minorisait le nombre de victimes, et il justifiait la répression. Mais
Si on avait interdit à M. de Lesquen de défendre sa position, j'aurais été le premier à le défendre pour qu'il puisse la défendre, parce que la position de M. de Lesquen ne me gêne pas. Dans un débat contradictoire, je suis capable de prouver aux gens d'intelligence qui m'écoutent que ce que dit M. de Lesquen sur la Commune de Paris et sur la répression de la Commune de Paris n'est pas fondé. Donc je veux qu'il puisse l'exprimer. Celui qui vous dit « je ne veux pas qu'un tel puisse s'exprimer », texte de Marx sur la censure, 1842, toute la critique méthodologique, manuscrit de 44, idéologie allemande, il vient protéger le faux. Le vrai n'a pas besoin d'interdiction. C'est toujours le faux qui a besoin d'interdiction. Et cette problématique climatologique qui est essentielle, elle doit être défendue d'un point de vue de ligne de classe. Elle fait partie du combat de la lutte de classe. Marx, dans le Capital, nous a expliqué, dans le cadre de tous les mouvements radicaux qu'il transmettait, que le capital est une pourriture, que la chimie du capital est une pourriture, que toute l'industrie du capital est une pourriture, que toute l'agriculture du capital est une pourriture. C'est ça notre ennemi. Mais le capital, pour qu'on ne pose pas ces questions-là, invente une grande angoisse pathologique pour les bobos perdus des cités urbaines de la déliquescence. Le CO2. Mais le CO2 est un arbre qui cache la forêt. Le climat ne change pas pour des raisons de CO2, il change parce que dans tous les cycles qu'a bien vu le roi Ladurie, il change, il changera et il changera toujours. Et le réchauffement qu'on voit. Alors un truc incroyable, j'ai des correspondants allemands qui m'ont écrit au mois de juillet, en Westphalie, en Saxonie, il y a eu des gelées blanches en plein mois de juillet. Donc l'abruti de Météo France qui vous dit « oh là là, c'est horrible, 39 degrés à Paris », il ne vous dit pas qu'au même moment où il y a 39 degrés à Paris le soir, en Saxonie, il y avait des gelées blanches le matin. Il n'y a pas eu de gelée blanche en Saxonie et en Westphalie depuis 1946. Donc en Saxonie, on est vers un âge glaciaire. Donc vous voyez bien que tout est manip, mais tout est manip parce que tout est inculture. C'est quoi un singe abruti du journalisme du Capital qui fait référence météo? C'est un larbin reproducteur, c'est Pathé Marconi, c'est la voix de son maître. Il récite. Donc, à bas le mensonge universel du Capital. Ce que Marx nous a appris dans les manuscrits de 44, tout est inversion, tout est indistinction, tout est falsification. Quand vous ouvrez la télé, quand vous ouvrez la radio, c'est pour voir, c'est pour entendre comment le Capital dit le faux. Pourquoi et comment le Capital dit le faux? Ma fille ne voulait plus écouter la radio et la télé. Et je lui disais, mais t'as tort, chaque soir, mets ton 20h, parce qu'il faut le lire à l'envers. Chaque soir, mets ton 20h, il faut le lire à l'envers. Donc, je regarde les faits, j'allais dire je crois, mais je regarde les faits. Aujourd'hui, dans le pays, les 10% des Français les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Quand Bernard Arnault prend son yacht, c'est 1200 litres de gasoil en 1 heure. Tu vois, la taxe carbone, si on fait le choix de la taxe carbone, c'est évidemment une taxe qui pèse plus sur le portefeuille des pauvres que sur celui des riches. Dans le portefeuille des pauvres, il y a déjà 15% de dépenses d'énergie. Chez les riches, il y en a 5%. Donc comment on va effectuer une transition qui soit juste, ne serait-ce qu'à l'échelle de notre pays, pour ne rien dire de l'échelle du monde? Mais on voit qu'il y a des conflits là qui, pour moi, ne sont plus des conflits sur le niveau de vie, mais le conflit sur la vie elle-même. Mais le Capital, pour qu'on ne pose pas ces questions-là, invente une grande angoisse pathologique pour les bobos perdus des cités urbaines de la déliquescence. Le CO2. Mais le CO2 est un arbre qui cache la forêt.